Bonjour, on va commencer. Bon, bienvenue tout le monde. Je m'appelle Erica Moorkirken, je suis coordonnatrice du groupe de travail sur les mesures de CANSFE et je suis superviseur du programme d'apprentissage. Je tiens à souhaiter la bienvenue à Maureen Davidson, Bart Dickinson, Manouche et John, des collègues du groupe de travail sur les métriques et sur l'égalité des genres. Et ils vont se présenter personnellement sous peu. J'aimerais reconnaître leur présence et on va avoir cette conversation avec vous aujourd'hui. Je tiens à remercier tout le monde d'avoir rejoint l'Académie des CanSFE édition 2023. C'est conçu pour fournir une plateforme d'apprentissage pratique et accessible à nos membres, collègues et pairs. Les sessions que nous offrons répondent aux besoins et aux intérêts de développement professionnel et d'apprentissage que vous avez partagé avec nous. Nous sommes heureux d'offrir cette opportunité de soutenir nos membres de cette manière et nous réjouissons à l'idée de passer une excellente semaine d'apprentissage avec vous pendant toute la semaine. La séance d'aujourd'hui, pour votre information, est offerte avec le soutien et le partenariat des Affaires mondiales Canada. Je veux reconnaître que je vous joins à partir de la ville de Québec, qui est sur le territoire traditionnel des Wendat. Et alors que nous réussissons aujourd'hui sur une plateforme virtuelle à partir de plusieurs lieux, je voudrais partager ma gratitude et mon respect à tous les peuples autochtones de toutes les nations de l'île de la Tortue. Ils sont les gardiens traditionnels des territoires sur lesquels nous vivons et travaillons, et je reconnais leur relation de longue date avec ce territoire. Avant de commencer la séance, il y a quelques points d'ordre administratif que j'aimerais partager avec vous. Donc, pour votre information, la traduction simultanée est disponible en anglais et en français. Veuillez cliquer sur l'icône représentant un globe en bas de votre écran Zoom pour sélectionner votre langue de préférence. Et je veux mentionner aussi on vous invite à inclure à côté de votre nom dans le chat EN ou FR pour indiquer votre préférence linguistique et ça nous aidera à faire la distribution dans les petits groupes de discussion aussi que nous aurons plus tard au cours de notre conversation aujourd'hui. Si vous avez des questions, nous n'avons pas de séance questions et réponses planifiée, mais n'hésitez pas à lever la main ou à partager votre question dans le chat. Et si vous avez des difficultés techniques, veuillez nous faire signe et on va communiquer avec Tina Rochelle, que j'aimerais remercier, qui va donner une assistance technique. Et merci à Maureen et Brian qui fournissent des services d'interprétation simultanée. Et Nicole, c'est une équipe. Et c'est grâce au travail de tous et mes collègues de CanSFE qu'on m'a pu vous donner la séance aujourd'hui. Avant de commencer, je vais vous donner une séance d'information. On appelle ça une clinique. Pas une clinique, un atelier, parce que les gens sont malades, mais ça nous donne l'opportunité de rencontrer et pour analyser des solutions à des problèmes concrets. Et quel problème? De quoi on parle-t-on? Vous travaillez surtout dans le secteur de la pratique, du suivi de l'évaluation, que vous êtes spécialiste dans la préparation des repas, de l'égalité des genres. Vous avez peut-être remarqué qu'à ce moment-ci, lorsque vous essayez d'identifier, de calculer, définir les indicateurs, c'est un moment crucial dans votre processus. Et vous avez remarqué également que les décisions que vous prenez en ce moment ont des répercussions tout au long de la vie de votre projet. Et nous savons aussi que dans ce contexte particulier, l'approche méthodologique est essentielle. Et donc, en somme, qu'est-ce que nous cherchons à faire aujourd'hui? On veut vraiment avoir une conversation pour discuter tout le processus de sélection des indicateurs ou de définition des indicateurs. Et nous avons tous des présentations. Est-ce que les indicateurs sont valables? Est-ce que les indicateurs sont intelligents? Est-ce qu'ils ont été développés en collaboration avec des partenaires, etc., etc. Surtout dans le domaine des droits de la santé, à la santé. Il y a des défis
important et c'est important d'analyser tout le processus. Et il y a un nombre de ressources que vous utilisez, que vous connaissez bien, mais c'est quand même un processus qui n'est jamais finalisé. Il n'y a jamais d'indicateur parfait. Et donc, pour continuer la conversation, je vais inviter vous tous, surtout Jen, Marnie et Bart ici, mais Nusha également, parce qu'elle se joint à nous, de se présenter. Benouche va être co-modératrice, co-animatrice, au besoin au cours de la séance. Mais j'ai une question pour chacun d'eux. Il y a une question à laquelle ils vont répondre tous, et je vous invite à y répondre aussi dans vos petits groupes en tant que participant. Et la façon la plus facile, c'est de partager vos réponses dans le chat, et on va examiner le chat et les réponses que vous nous fournirez. Donc, je vais laisser Marnie, Jen et Bart se présenter et aussi répondre à cette question. Quelle est la chose dont vous vous souvenez dans la sélection d'un indicateur pour un résultat spécifique? Donc, c'est l'approche SERA. Et on vous invite à partager votre réponse à cette question aussi. Et donc, à toi, Marnie, euh, présente-toi et ensuite on va faire la même chose pour Jen et Bart. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Marnie Davidson. Je suis spécialiste principal en santé pour Affaires mondiales Canada dans le Bureau de la santé et de la nutrition et je travaille avec le suivi, la modération de l'apprentissage pour la santé. C'est un plaisir de vous parler d'indicateurs ce matin. Euh, je n'ai aucune autre chose que j'aimerais mieux faire. Une des choses que auxquelles j'aime réfléchir quand je pense sur les indicateurs, que les indicateurs sont toujours basés sur les preuves, fondés sur les preuves, c'est-à-dire la littérature scientifique, les indicateurs sont valides ou ils sont développés de manière participatoire avec d'autres groupes de droit. Mais ces indicateurs doivent être vraiment fondés sur les preuves, donc sur un corpus de preuves. Et sur ce, je vais donner la parole à Jen. Merci, Marnie. Je suis très enthousiasmé d'être ici pour vous parler en détail des indicateurs parce que c'est vraiment un stade des plus intéressants dans la conception des programmes et le suivi et l'évaluation. Il faut vraiment y réfléchir et c'est vraiment intéressant pour moi et ma spécialité, c'est l'égalité des genres. Je suis membre du groupe de travail sur l'égalité des genres. C'est formidable de voir beaucoup de participants ici aujourd'hui. Et la chose dont je me souviens le plus, il y a trois équipes qui vont avoir trois différents jeux, ensemble d'indicateurs. Il n'y a pas un indicateur qui est mieux que d'autres, il y a des indicateurs plus forts et plus faibles. Et je voulais dire aussi que de mon point de vue, sous l'optique de l'égalité des genres, je crois que c'est important de vérifier nos suppositions, nos présuppositions. Il faut aller à l'envers en quelque sorte. Y a-t-il un lien entre ça et ça? Est-ce que c'est vraiment un indicateur d'un changement ou est-ce que c'est une supposition que nous faisons? Parce que très souvent, dans les programmes d'égalité des genres, il y a des indicateurs de substitution qui ne représentent pas vraiment les dynamiques de pouvoir et le changement transformatif. Donc, il faut vraiment vérifier nos présuppositions. Merci à toi, Bart. Bonjour tout le monde, je suis Bart Dickinson. Je suis coordonnateur de planification et de suivi d'évaluation pour PWRDF. C'est un plaisir d'être ici. C'est bien de voir beaucoup de gens du groupe de travail de CanSFE et Marnie fait partie de ce groupe et d'autres personnes sur l'appel aussi. Je crois que quand je pense aux résultats,
Mon focus principal pour le suivi et l'évaluation, c'est vraiment de faire des tests itératifs et d'entendre plusieurs voix. Lorsqu'on parle des indicateurs, travaille souvent dans une bulle et on n'a pas vraiment le temps approprié d'avoir tous les processus de consultation pour nous assurer que les indicateurs sont pertinents. En fait, on va parler de la technique SMART, mais dans le contexte problème, est-ce pertinent? Est-ce que c'est pertinent pour les parties prenantes avec qui nous travaillons et pour qui on cherche un appui? Donc, en quelque sorte, on cherche des solutions normatives et des indicateurs normatifs et quelqu'un va dire quel est le meilleur indicateur pour la variable X et on n'a pas de variable pour ça parce que, en quelque sorte, le travail qui se fait lorsqu'on essaie de mesurer des changements transformateurs complexes, c'est nouveau. Il y a beaucoup de choses nouvelles, il y a beaucoup d'expériences qu'on fait. Il faut créer une place pour cela. Donc, cet aspect de l'apprentissage est fondamental pour le suivi des indicateurs, pour essayer de simplifier les processus qu'on utilise. Et je vais redonner le micro à ma collègue, Erica. Et on va passer le micro à Benouche. Euh, Qu'est-ce que tu cherches quand tu essaies d'identifier, de trouver ces indicateurs? Bonjour. Bonjour tout le monde, je suis Benouche Ranjani et je suis conseillère principale SERA et coordonnatrice avec GTPM et ça me fait plaisir de voir mes collègues du groupe de travail. Et c'est une très bonne question et je pense que c'est difficile d'y répondre et je veux vraiment ajouter à ce qu'ont dit mes collègues, il n'y a pas de bons ou de mauvais indicateurs. Quand il s'agit de la sélection d'indicateurs, je pense toujours que ces indicateurs sont fluides et donc, en bout de ligne, lorsqu'on entame nos projets, il faut adapter les indicateurs au fur et à mesure. Donc, il faut vraiment regarder les preuves et trouver les indicateurs pertinents, significatifs. Quel impact est-ce qu'on veut voir et quels indicateurs pourraient refléter les changements que nous aimerions voir sous plusieurs optiques, donc sous l'optique communautaire, sous la lentille des bailleurs de fonds. Donc, c'est à ça que je pense quand je pense aux indicateurs. Et personnellement, j'essaie d'être très flexible avec les indicateurs. Je ne me colle pas à un seul indicateur ou un ensemble d'indicateurs. J'essaie de les adapter en cours de route aux besoins. Donc, c'est à cela que je pense. Merci beaucoup, Manouche. C'est un plaisir d'avoir cette conversation avec vous. Et on dirait que c'est une réunion du groupe de travail. Il y a tellement de participants ici aujourd'hui. J'ai oublié de mentionner que la séance est enregistrée. Donc, si vous voulez l'écouter avec vos collègues, n'hésitez pas, ça va être disponible sur notre site web sous peu. Avant d'aborder deux exemples et de partager des perspectives, on va demander à Marnie de nous donner des aspects à considérer lorsqu'on définit les indicateurs et surtout on cherche les indicateurs pour les résultats et dans les programmes de droit. Donc, on a vu cela avant de nous lancer dans l'essentiel de la séance et de parler de la complexité des indicateurs. On veut commencer en abordant à quoi on doit penser lorsqu'on développe un indicateur, un bon indicateur. Et je tiens pour acquis que les personnes connaissent les indicateurs SMART et on connaît ce que ça veut dire. Mais
pendant qu'on développe ces indicateurs et qu'on a ces conversations sur quoi on cherche à mesurer, des fois, on oublie cet aspect smart, cet aspect intelligent de l'indicateur. Et les exemples que nous allons aborder en disent long sur la complexité et les concepts complexes qu'on cherche à mesurer, par exemple, les droits des femmes, accès aux soins, comment ça touche les jeunes. Donc, il faut revenir aux sources. C'est quoi un indicateur SMART? Et pas tous les indicateurs vont être SMART à 100%, donc on peut répondre à tous les critères, mais il faut qu'on comprenne quand même où un aspect de complexité a été ajouté dans nos indicateurs pour mieux expliquer qu'est-ce qu'on cherche à mesurer et comment utiliser les indicateurs de la bonne manière. Donc, les indicateurs doivent être spécifiques. Y a-t-il une seule idée dans l'indicateur? Lorsqu'on a un indicateur qui essaie de mesurer de multiples idées, ça devient de moins en moins clair en ce qui concerne la valeur qu'on essaie de tirer de cet indicateur-là. Et on va aborder voir quelques exemples. Donc, est-ce que l'équipement et l'expertise est disponible pour faire le suivi? Donc, si on développe des indicateurs complexes pour lesquels on a besoin d'une équipe de statisticiens pour développer des équations complexes et déterminer la validité, et on obtient le résultat que 42% des femmes croient ça. Quelle est la valeur si on a besoin de toutes ces compétences techniques pour créer cet indicateur-là? De la même manière, on a besoin de ces mêmes compétences pour l'analyser et l'interpréter. Est-ce que c'est vraiment compréhensible pour toutes les parties prenantes avec qui on travaille? Donc, dans le contexte féministe, lorsqu'on assure que les indicateurs que nous créons, il faut vraiment s'assurer qu'on puisse les communiquer clairement aux prestataires de services et de programmes. Est-ce que ça a du sens pour ces personnes-là? Si on dit 42% de vous estiment que X, est-ce qu'on peut communiquer cette idée-là d'une manière claire et compréhensible? Donc, voilà la dimension spécifique. Donc, est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'on peut le mesurer? Et il faut vraiment lancer le défi qu'on ne se perd pas dans la formulation de l'énoncé de l'indicateur et qu'on développe carrément l'indicateur. Est-ce que c'est défini dans le temps? Est-ce que c'est atteignable, réalisable et est-ce que c'est mesurable? Est-ce qu'on utilise des aspects de mesure dans l'indicateur ou est-ce qu'on résume le langage de l'énoncé de résultat dans cet indicateur? On veut vraiment s'assurer que ce soit mesurable et que la langue, la formulation dont on sert, c'est un indicateur pour ça sert à mesurer cet indicateur-là. Donc, au cours de nos discussions, il faut vraiment se baser dans la méthodologie SMART pour développer ces indicateurs, mais il ne faut pas s'y coller à 100%. Donc, Dan a mentionné qu'il y a plusieurs façons de mesurer un énoncé de résultats, mais il faut que ça soit fondé dans une bonne méthodologie et il faut que ça ait du sens, il faut que ça reflète les besoins du programme et des gens qui reçoivent les services. Donc voilà un peu une mise en scène. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si Jen et Bart veulent ajouter quelque chose. Merci beaucoup, Marnie. Et en termes de mise en contexte, on va continuer. On veut vraiment préparer le tout, préparer le terrain pour analyser le processus. On a vraiment des échéanciers très serrés, beaucoup de parties prenantes. Euh, La prochaine chose qu'on souhaite faire avant de vous donner la parole, chers participants, c'est de donner des exemples tirés de la vraie vie. Vous connaissez sûrement ces exemples, vous les avez vus avant. Il y a des exemples tirés de la vraie vie.
avec leurs résultats et Marnie, Jen et Bart vont partager leur perspective sur chacun de ces exemples. Il y a 2 exemples et ensuite, on va vous donner la possibilité de parler de vos exemples dans vos petits groupes de discussion. Donc, le premier exemple. Donc, vous avez peut-être vu quelque chose, cela, amélioration de la prise en compte du genre et des adolescents dans les services de SSR dans les centres de santé communautaire de la communauté XX. Donc, pour ces résultats, il y a plusieurs indicateurs. Donc, voilà un exemple pour centres cliniques de santé communautaire fournissant des services SSR tenant compte de la dimension du genre dans la communauté et le nombre d'adolescentes ayant accès aux services de SSR dans les centres centres de santé communautaire de la communauté XX. Donc, on va vous demander on va demander à Jen de commencer la discussion. Donc, je vais commencer avec quelques réflexions sur ces exemples et je vais demander à Marnie et Bart leur avis. On pensait que c'était un exemple très pertinent parce que ça revient souvent dans le domaine des soins de santé et ça peut être très complexe. Dans notre résultat, et Marnie a noté ça ici, il y a 2 éléments qui sont mesurés ici, pas seulement un. Et c'est important que le nombre d'adolescentes et les réponses basées sur le genre, ce n'est pas la même chose. Il faut considérer cela et c'est dans la formulation du résultat. Il faut tenir compte du fait qu'on mesure 2 qualités différentes et les indicateurs doivent refléter cette distinction-là. Deuxièmement, juste pour vous indiquer, on ne parle pas de la prestation de services en termes de services offerts par les professionnels de santé. On parle de tous les services offerts au centre de santé. Et il y a plusieurs façons qu'on peut inclure cela et refléter cela. Donc, je vais partir par le premier indicateur. Une des choses qu'il faut souligner, et Marnie l'a mentionné, il ne faut pas répéter la formulation dans les notions de résultats. Donc, le pourcentage de cliniques de santé communautaire fournisseurs des services SSR, tenant compte de la dimension du genre, ne raconte pas tout ça raconte une histoire, mais ça ne répond pas aux questions. Comment est-ce qu'on peut savoir si ces services-là sont adaptés? Si on crée une formulation comme cela, les indicateurs ne sont pas très spécifiques et on peut avoir plus de spécificité avec plusieurs indicateurs, plusieurs types d'indicateurs. Donc, quand j'examine cela, je peux me dire, si je décompose ça en prestations de services selon le fournisseur de santé et l'infrastructure, donc j'ai la dimension adolescente et la dimension genre aussi. Donc, il y a une histoire claire qui va ressortir. On cherche on vise les adolescentes. Est-ce qu'il y a des salles d'attente pour les femmes et les hommes? Donc, la spécificité dans les indicateurs commence à raconter une histoire et ça explique votre processus de pensée en ce qui concerne capter et réaliser un succès dans vos différents champs de résultats. Donc, je dirais cela. Je dirais aussi que je vous donnerai une mise en garde. Il ne faut pas utiliser l'accès comme une mesure d'indicateur de qualité. C'est un indicateur, on veut peut-être le voir, mais on ne veut pas voir l'accès au cours du programme. Et ça ne veut pas dire que la qualité du service s'est améliorée. Donc, je vous donne une mise en garde. C'est un indicateur de mandataire, un indicateur secondaire. Si on parle du revenu, ce n'est pas un indicateur de qualité. C'est peut-être intéressant de connaître ces données-là, mais ça n'indique pas la corrélation entre le résultat. Donc, je vais laisser mes résultats là. Je sais que Marnie a beaucoup à dire sur cet exemple-là. Oui, et c'est très intéressant. Et c'est là où Jen a commencé. Et je me pose la question, quelle est la source bêta là-dessus? Donc, le premier élément que j'arrive à
comprendre, c'est un outil de qualité de soins qui est utilisé, comme Jen a mentionné, une section de cet outil de mesure de qualité de soins peut viser l'infrastructure, l'autre peut être une observation des cliniciens, une autre section pourrait aborder l'approvisionnement, mais ça ne me dit pas quelle dimension euh, de, du genre est mesurée. Donc, les réponses au genre, ce n'est pas la mesure, l'accès n'est pas la mesure, l'accessibilité, l'abordabilité, la qualité et l'autre point sont toutes des dimensions du droit à la santé, mais ce n'est pas la mesure elle-même. Donc, si je cherche à améliorer ma distance parcourue au vélo, ma mesure ne va pas être la qualité de cette distance sur une échelle de 1 à 10. Ça va être en kilomètres. Donc, il ne faut pas forcément reproduire la formulation dans l'indicateur. Il faut avoir une unité de mesure. Donc, je suis à une qualité de niveau 2 de distance. Je vais être à une qualité de distance de niveau 5. Ça ne veut rien dire, ça. Mais le week-end passé, si j'ai parcouru 20 kilomètres et ce week-end, j'ai fait 40 kilomètres, eh bien là, dans le même la même période de temps, eh bien, cela signifie quelque chose de concret pour moi. Donc, il faut vraiment faire attention que l'indicateur soit doté d'une unité de mesure. Je vais donner la parole à Bart. Et c'est intéressant, tout le monde qui examine un indicateur a une question. Pour moi, c'est vraiment un indicateur ici de ce que vous cherchez de mesurer. Il n'y a pas un seul indicateur en ce qui concerne la réponse au genre dans les services de SSR. Comment est-ce qu'on fait la pondération de ces indicateurs-là? Bien, bon nombre de fois, on voit cette reproduction de langue, de formulation, parce que notre espace est limité, on n'a pas la capacité d'utiliser 15 indicateurs pour mesurer quelque chose de super complexe. Donc, on va les grouper ensemble comme ça. Mais ensuite, on a la question, est-ce qu'on travaille avec un index et comment est-ce qu'on fait la pondération de cet index-là? Pour moi, il faut montrer le travail. Il n'y a rien de mal avec une définition en particulier, mais on veut vraiment expliquer comment on définit cet indicateur. Et lorsqu'on essaie de trop analyser, ça devient trop complexe. Et que ce soit l'objectif de votre rapport ou vos parties prenantes dans les communautés avec qui vous travaillez. Donc, lorsque moi j'ai examiné cet indicateur et l'énoncé de résultats associés, comme Jen a mentionné, il y a un décalage ici parce qu'on parle de la réaction au genre, mais on ne parle pas du volet adolescente ici, mais dans un format PME, il y aurait plus d'indicateurs qui viennent complémenter cela. Mais tout cela ne se passe pas dans le vide ou dans un vase clos. Il y a beaucoup de limitations du point de vue spatial. On peut vraiment se concentrer sur les éléments complexes à cause de cette limitation, mais c'est important d'avoir un sens concret de la chaîne des valeurs lorsqu'on examine la facilitation de ce type de changement. Je voudrais ajouter une réflexion supplémentaire avant qu'on continue. Je pense qu'il est important de aussi prendre en compte ce qui n'est pas mesuré, ce qui manque à la mesure. On parle d'un ensemble d'indicateurs assez bref. Et ce qu'on ne mesure pas ici dans notre programme, c'est la perspective des utilisateurs qui, mieux que les utilisateurs eux-mêmes, peuvent dire si les services répondent à leurs besoins. Donc, il s'agit de capturer la personne qui est au centre des résultats. On parle ici, par exemple, d'adolescents et d'adolescentes et de voir quel est leur niveau de confort et trouver un indicateur du niveau de satisfaction. L'important est aussi d'avoir, de considérer l'intention de donner accès. On ne fera pas de changement en matière d'accès si on ne fait pas ça. Il est important de prendre en compte la perspective de la communauté
des habitants d'Alaska plus largement afin de pouvoir voir comment on utilise les données plus tard dans le processus. Merci beaucoup. C'est toujours tellement intéressant. Et je pense que ça résonne, ça fait écho avec plusieurs d'entre nous. En tout cas, je l'espère. On pourrait parler de ces mesures, ces processus que nous connaissons tellement bien tous les jours, non-stop. Donc, c'est aussi... on va passer maintenant à l'exemple suivant, se pencher un peu plus en détail dessus. Donc, nous avons mesuré l'agentivité accrue des femmes et des adolescentes quant à la prise de décision en matière de santé reproductive et de nutrition. Donc voilà, les deux indicateurs qui ont été sélectionnés pour cet exemple, c'était le niveau de confiance des adolescentes pour surmonter les obstacles, niveau de confiance en français. Et donc, ce sont des indicateurs assez exigeants ici pour notre réponse. Peut-être que Marnie, tu pourrais nous lancer et on va essayer de rester bref sur ce deuxième exemple. Puis on va passer aux petites séances séance en petits groupes. Oui, je pense que ça fait écho à ce qu'a mentionné Anna. Nous voulons que les indicateurs racontent une histoire précise, mais si on attend d'eux qu'ils racontent l'histoire au complet, je pense qu'on se perd un petit peu dans notre objectif initial qui est de créer une mesure. Je dirais deux choses à propos de cet exemple concernant l'indicateur. D'abord, je me reviens à la théorie du changement et je prends en compte l'analyse axée sur le genre pour vraiment essayer de comprendre ce que ça veut dire de surmonter les obstacles et en matière de santé reproductive. Ce que ça me montre, c'est qu'une bonne analyse contextuelle en matière de genre n'a pas été bien faite ou pas bien articulée dans cet indicateur parce que les obstacles précis n'ont pas été identifiés. Et ensuite, deuxièmement, les obstacles à la nutrition, à l'accès à la nutrition, ce type de service va être très différent vont être très différents des obstacles à l'accès aux services de santé sexuelle. Il est difficile de les combiner dans une même valeur. Donc, est-ce que l'indicateur est vraiment pertinent? Même si on dit, par exemple, que 42% des adolescentes sont un 4 sur 5 en matière de confiance, ça ne nous dit pas tant que ça. Notre indicateur peut seulement faire une chose, il doit être soutenu, appuyé par une théorie du changement et il doit faire partie d'un écosystème de suivi et d'évaluation. On peut s'assurer que le résultat final est mesuré, mais l'indicateur va seulement mesurer une portion de cela. Oui, Jen dit d'accord. Et donc, nous devons nous assurer d'avoir cette seconde dimension. Et je dirais aussi pour le second indicateur, le pourcentage de femmes et d'adolescentes qui ont déclaré avoir un pouvoir décisionnel lié à la santé reproductive, etc.
il s'agit aussi là de vraiment analyser toutes les différentes dimensions ici, séparer ces dimensions. Est-ce que ces dimensions ont vraiment été, ces différents éléments ont vraiment été bien séparés dans l'analyse qui a été réalisée? Et de cette façon, on pourrait vraiment voir quels seraient les indicateurs spécifiques à élaborer. Oui, merci. Je voudrais revenir sur deux choses après Marie. Les données nous reviennent et c'est là on se rend compte que l'indicateur ne nous informe de rien qui soit utile, en fait. Par exemple, la question, est-ce que les filles et les garçons sont traités de la même façon dans une salle de classe? La réponse est non. Mais bon, une fois qu'on sait ça, on ne peut pas utiliser cette information à des fins d'analyse. En fait, c'est vide. Si vous avez simplement 45% qui se sentent en confiance pour surmonter les obstacles, ou 20%, ça nous dit, bon, 45%, ce n'est pas terrible, mais ça ne nous dit pas non plus quels sont les obstacles spécifiques à surmonter et quels sont les obstacles liés à la nutrition, par exemple. Il y a aussi le fait que la question de l'agentivité et de l'autonomisation est une question vraiment complexe. Ce sont des éléments vraiment complexes avec de multiples facettes. Et tous ces thèmes comme le pouvoir décisionnel, l'agentivité, sont assez généraux et euh, ils ne seront pas forcément détaillés au sein de votre indicateur, mais il doit être clair tout de même dans votre indicateur quelle est la façon de laquelle vous comprenez ces termes. Il ne s'agit pas de dire simplement, voilà le pourcentage de filles qui pensent pouvoir prendre des décisions au sein de leur foyer. Et il y a plus que ça. Aussi, il y a un troisième élément ici qui vous en direz beaucoup sur l'histoire et c'est l'environnement favorable à la gentilité. Parce que la gentilité, ce n'est pas seulement le fait que nous agissons en tant qu'agents avec notre propre pouvoir, mais c'est aussi l'espace qui nous permet de le faire. Donc, voilà ce qui manquerait ici. Oui. Si on regarde simplement la déclaration des résultats et les indicateurs associés à cela, c'est simplement quelque chose à redonner à quelqu'un qui vous a demandé des éléments de langage spécifiques et vous leur retournez ça. Je pense que lorsque il s'agit de mesurer des éléments aussi complexes que l'agentivité, la prise de décision, il faut vraiment pouvoir mettre en place une suite qualitative d'indicateurs pour vraiment obtenir l'histoire complète et les nuances nécessaires. Ça peut être des dialogues de focus groups, des entrevues, ce qui va vous permettre d'obtenir une analyse plus approfondie. Parce que pour cet indicateur, le chiffre que vous allez obtenir à la fin du processus ne vous dira pas grand-chose. Alors, est-ce que vous voyez réellement une amélioration en matière de pouvoir décisionnel, une amélioration en matière de connaissances, ou est-ce que ce sont des questions complètement différentes? Et ce sont deux éléments très pertinents. Mais il faut aussi comprendre fondamentalement le niveau auquel on opère. C'est très spécifique au contexte, spécifique à la culture. Et donc, il y a bien la dimension de l'environnement, comme l'a dit Jen. C'est quelque chose de très complexe. Je pense que c'est pour cela.
c'est ce vers quoi nous voulons aller dans cette conversation. Il y a toutes ces questions que nous devons nous poser. Et l'une euh, des réalisations de cette session sera que vous voulez probablement poser plus de questions euh, au cours du processus pour cette idée de l'environnement externe. Oui, et pour revenir sur l'idée de l'environnement, et je voudrais aussi appuyer le fait que c'est très, très difficile de trouver des indicateurs de l'agentivité. Si vous commencez sur la base d'une théorie du changement en matière d'autonomisation pour les femmes, pour votre projet, ça, à ce moment-là, ça vous aide à avoir un cadre de référence qui va être mesuré ensuite par vos indicateurs. Ça vous aide à poser la bonne question. C'est très important parce que nous ne pouvons pas définir l'autonomisation ou l'agentivité ou la façon dont ces notions s'expriment au sein des différentes communautés. C'est pour ça que la co-création, la collaboration est très importante pour avoir une compréhension et vraiment plurielle de ces notions comme l'agentivité et le pouvoir décisionnel. Merci beaucoup. Et c'est certain qu'il faut pouvoir plonger dans la complexité, ne pas se décourager et aussi poser les bonnes questions. C'est aussi question de poser les bonnes questions aux bonnes personnes au bon moment, au moment crucial pour pouvoir obtenir les résultats qui reflètent réellement ce que vous voulez mesurer. Donc voilà, pour ces deux exemples, on se demandait aussi si on allait mettre en place un exemple pour la défense des droits, la promotion des droits et le travail de porte-parole. Mais nous savons que ça peut être aussi un peu délicat et on voulait quand même vous laisser l'opportunité de vous engager. Voilà, notre dernier exemple, ce sera maintenant à votre tour d'en discuter. Je pense que nous avons 3 sessions en petits groupes, c'est bien ça? Nous allons mettre en place un rapporteur dans chaque groupe. Vous allez désigner un rapporteur et vous pouvez ensuite parler des résultats, des indicateurs, comme nous l'avons fait avec Bart, Marnie et Jen. Pensez aux différentes considérations qui entrent en jeu, à ce qui est important de garder à l'esprit et pensez aussi aux recommandations que vous feriez pour améliorer ou ajuster les indicateurs. Donc, on pensait allouer 20 minutes à cela, 15 minutes peut-être, nous sommes un petit peu en retard. Les autres groupes seront assignés au hasard, à part le groupe français. J'espère que vous apprécierez la conversation et on vous revoit bientôt. C'est bien de vous revoir et j'espère que vos conversations ont été animées, bien qu'elles étaient très courtes, 15 minutes, c'est une courte période de temps. Il y avait 7 personnes dans le groupe québécois et Farah sera la porte-parole et qui va être les porte-parole des autres groupes. On n'avons pas choisi un parce qu'on a commencé la discussion, mais on va demander à quelqu'un pour faire le résumé parce que vous avez tellement participé, vous avez été tellement actifs. Nous n'avons pas indiqué de porte-parole non plus. Et ensuite, on a ouvert des parenthèses dans nos conversations et on a couvert d'autres sujets, mais quand même un aspect pertinent et important d'une conversation. Je peux faire un compte rendu. Et Janine, c'est
s'est porté bénévole, donc on a notre porte-parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait porter bénévole pour être porte-parole pour notre groupe ou est-ce que ça doit être moi? Donc, je vais le faire. Oh, pendant que vous essayez de nommer quelqu'un, Jenny peut commencer et ensuite Farah. Est-ce que ça va? Merci, Janine. Est-ce que tu veux nous commencer avec les réflexions? Donc, je vais lire à partir des notes que j'ai prises. Donc, c'est peut-être pas exact du point de vue grammaire parce que je tapais en même temps. Peux-tu nous dire dans quel groupe tu étais? Quel groupe, quelle organisation? Oh, désolé, je suis avec Primates World Relief and Development Fund. Donc, nous avons regardé les énoncés de résultats et c'est vraiment les travailleurs de santé communautaire, mais oh, comment est-ce que nous mesurons si la formation a été réussie? Comment est-ce qu'on mesure les améliorations dans la prestation des soins de santé? À quoi ressemblent ces administrations? Il faut vraiment prendre le temps de lire toute la formulation de votre énoncé. Deuxième indicateur, ne parle pas aux services fournis. Il y a des femmes et des filles qui ont accès à différents obstacles. Euh, c'est, euh, je vais faire une pause et expliquer cela. Le pourcentage de femmes et de filles dans le point numéro 2 est groupé ensemble et une des euh, problèmes que nous avons avec ça, c'est que ça vous permet d'agréger les indicateurs d'amélioration. Donc, on ne voit pas l'amélioration chez les femmes et les filles. Ce n'est pas un bon indicateur, mais quelles sont les implications lorsqu'on les groupe ensemble dans cet indicateur? On voit une amélioration chez les femmes et chez les filles, et on sait que c'est toujours une amélioration. Donc, on peut de regarder ça dans notre analyse, mais c'est important d'identifier pour quel groupe on souhaite voir des améliorations et ça va vraiment déterminer les résultats à la fin. Et je crois que c'était vraiment important pour notre groupe. Donc, le premier indicateur devrait être mesuré la réaction au genre et la spécificité euh, selon l'analyse des genres. Donc, on tient compte du fait que s'il y a une amélioration, qu'est-ce qui est fait avant et s'il n'y a pas de service ou ce qu'on cherche à mesurer, un langage naturel serait mieux parce que ça implique qu'on commence à zéro en termes de spécificité dans l'analyse du genre, la direction du changement. Je suis désolé si je me répète. Il faut que les indicateurs prennent compte de la direction du changement. Je crois que ce qu'on a capté, je crois que la conversation est très riche. Il nous reste une dizaine de minutes. Donc, on veut donner la possibilité à tout le monde de parler.
Donc, à toi, Bart, est-ce que vous avez trouvé votre porte-parole? Oh, on ne t'entend pas. Désolé. Pour une raison que j'ignore, j'ai perdu tous les boutons sur mon écran. Donc, j'ai appuyé sur Alt-A pour allumer mon micro. Donc, je vais être le porte-parole de notre groupe et tout de suite, notre conversation a pivoté pour refléter le fait qu'on parle plus de la complexité de la formulation de la langue. Donc, dans notre dernière conversation, on a pris en compte deux exemples. On parlait du fait que les gens utilisaient plusieurs indicateurs pour mesurer le changement. On ne veut pas surcompliquer le processus et on ne veut pas ajouter davantage d'indicateurs, mais ce qu'on a dit plus tôt, c'est lorsqu'on essaie de mesurer un changement complexe avec un nombre limité d'indicateurs, lorsqu'on fait face à un degré de complexité, de formulation de vos énoncés de résultats, afin qu'ils correspondent à certains paramètres et qu'ils s'insèrent dans le cadre d'un projet AG3. Tout cela a besoin d'une évaluation plus complexe et ça n'a pas besoin d'être un index super complexe en bout de ligne, ce qui est très important lorsqu'on fait le suivi des évaluations. Et pour moi, on a eu ce commentaire, l'indicateur ne va pas faire votre boulot pour vous. On pense qu'utiliser un langage, un jargon compliqué, ça complexifie les choses, mais si on décompose le processus, si c'est bien réfléchi, si on développe une méthodologie qui reflète pourquoi on utilise certains indicateurs pour avoir un résultat quelconque ou définir un résultat quelconque, on peut quand même bien décrire un changement complexe avec un ensemble simple d'indicateurs. Si on développe un langage complexe, il faut comprendre quel est l'utilisateur final de cette information, comment est-ce que ces personnes vont traiter cette information, comment vont-ils utiliser ces informations-là, et ces indicateurs ne sont pas pertinents pour le groupe que vous essayez de servir. Est-ce que l'indicateur est vraiment pertinent? Est-ce que c'est vraiment utile dans le contexte du travail que vous faites? Donc, juste pour récapituler, l'expliquer la rationnelle, expliquer la logique, le raisonnement est très important. Et pourquoi est-ce que l'indicateur donné est une unité de mesure significative pour un changement? Il faut vraiment créer la place pour des évaluations qualitatives. Maintenant, on est limité à un indicateur qualitatif, un indicateur quantitatif, mais maintenant, on ne veut pas encombrer ces indicateurs et perdre la vue du résultat final. Donc, j'inviterai les participants de mon groupe de fournir leur réflexion. Ce n'est pas peut-être pertinent à ce qu'on voit à l'écran ici. Ce n'est pas un indicateur, ce n'est pas un résultat. Mais au-delà de cela, est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon groupe qui aimerait ajouter quelque chose si j'ai manqué un élément? Je vais juste ajouter quelque chose et corrigez-moi, Anna, si j'ai tort ou si je manque quelque chose. Un défi qu'on a soulevé dans notre groupe, c'est qu'il y a beaucoup de pression sur ces indicateurs pour faire beaucoup de choses. Et essayer de répondre à tous ces besoins et de rendre l'indicateur pertinent peut être vraiment une bataille sans victoire. Ce n'est pas un travail facile, il faut le reconnaître. Pas parce qu'on n'arrive pas à trouver des mesures adéquates, mais ce sont des processus qui reflètent les gens et ces indicateurs reflètent un processus et beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Ce n'est pas une réponse, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut reconnaître que c'est un travail qui présente un défi et nous ressentons tous une passion. On veut tous que notre travail soit représentatif et c'est pas toujours facile d'équilibrer tous les différents intérêts. Merci, Marnie. Et ça résonne vraiment. Je me retrouve vraiment là-dedans et j'en suis convaincu que les gens qui travaillent dans ces processus, il faut trouver un terrain commun, il faut trouver une langue commune pour refléter les changements qui ont lieu. Et je crois qu'il nous reste une minute.
dans cette séance, malheureusement, et je voulais remercier tout le monde. Merci pour votre participation, surtout à Marnie, Jen, Benouche, et les conversations riches qui ont mené à cette discussion aujourd'hui. On a enregistré la séance, comme on a déjà mentionné, et la séance sera mise à la disposition sur le site web de CanSFE bientôt. Et on va essayer de faire un résumé écrit aussi. Ce n'est pas la vérité, mais c'est quand même des considérations importantes lorsqu'on fait ce travail important de trouver des mesures adéquates.